Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Amis auditeurs de Radio M, bonjour. L'émission L'Entretien a le très grand plaisir de vous recevoir aujourd'hui avec Ali Yahya Abdelnour. Ali Yahya Abdelnour, président d'honneur de la Ligue des droits de l'homme, militant des droits de l'homme au long cours, qui ne se présente pas. Abdelnour, merci de nous accueillir chez toi. Merci, merci beaucoup. Le plaisir est pour moi. Merci beaucoup. C'est un grand honneur pour nous d'être ici. C'est surtout un plaisir. Donc, l'actualité, évidemment, on aurait pu venir te rendre visite pour 1001 raisons. Mais la raison la plus immédiate, c'est que tu as publié chez les éditions Coucou Mon Testament pour les libertés. Alors, avant de feuilleter ce livre, ce dernier livre de Ali Yahya Abdelnour, je voulais te poser une question. Tu as 97 ans oui. Et c'est un livre qui a été écrit cette année. Oui. Comment tu fais pour continuer à travailler? Pour ce dernier livre, j'ai eu une maladie grave en 2016. Et je crois que, je l'ai dit dans mon livre, c'est grâce à ma fille, qui est en même temps médecin, qui m'a soigné nuit et jour pour sortir un peu de ce trépas. Et puis je me suis posé une question. Je vais peut-être finir ma vie, parce que la vie a toujours une fin, mais qu'est-ce que je vais laisser à cette génération sur le problème des libertés que j'ai quand même côtoyé. J'ai parcouru le monde pendant longtemps, j'ai vu, j'ai étudié, j'ai réceptionné beaucoup de choses. Qu'est-ce que je vais laisser à mes enfants, à mes petits-enfants, à toute cette jeunesse, à l'avenir de l'Algérie? Et puis je me suis mis à écrire. Au début, j'écrivais difficilement. Comme Mitterrand, quand il a commencé à écrire, j'écrivais, mais j'ai commencé à écrire. Et puis après, c'est venu, j'ai mis beaucoup de temps, j'ai mis 6 mois. J'ai parcouru le monde et puis j'ai tiré la conclusion pour l'Algérie. C'est une œuvre... Ali Yahya Abdelnour, 6 mois pour produire un livre de 200 pages, c'est une performance de jeune. Oui, je me suis forcé. J'avais peur de partir avant de faire ce testament pour les jeunes à venir. Alors, peur, pourquoi peur? Parce que, Abdelnour, tu considères que ton combat, le combat pour les droits de l'homme en Algérie, n'a pas encore laissé suffisamment de traces dans les nouvelles générations? Mon expérience, c'est que les droits de l'homme ne sont pas bien compris en Algérie. Bien sûr, de tous les côtés, il y a le pouvoir, il y a l'islam d'un autre côté, et il y a la société qui n'est pas prête. Donc, les droits de l'homme, on ne les a pas acceptés dans leur profondeur. Et jusqu'à présent, ce n'est pas encore bien ancré, enraciné, même chez les jeunes. Il y en a beaucoup, bien sûr, les intellectuels, mais ce n'est pas encore bien approfondi, bien enraciné dans la population en général. Parce que quand les droits de l'homme ne sont pas enracinés au niveau du peuple, quand ils ne sont pas défendus au niveau des jeunes, hommes et femmes, ils ne sont pas enracinés, ils ne peuvent pas tenir. C'est pour ça que j'ai voulu faire un problème pédagogique, en partant de l'expérience de l'étranger et en voulant l'appliquer en Algérie, en tenant compte de la situation de l'Algérie et des Algériennes et des Algériens. Donc, comment on fait pour s'approprier la culture des droits de l'homme en profondeur? C'est quoi? C'est l'école? C'est les éléments de culture? C'est un régime démocratique? C'est des lois? C'est des pratiques? Qu'est-ce que c'est? Les droits de l'homme sont... Il faut d'abord partir de la société. Si on ne part pas de la société, on ne peut pas comprendre les droits de l'homme. Partout dans le monde, même dans ce qu'on peut comparer l'Algérie, ce n'est pas au pays développé. C'est une autre conception des droits de l'homme de par la société. C'est voir un peu ce qui s'est passé dans l'Amérique latine, où il y a eu un impérialisme qui s'est imposé, ensuite des dictatures communistes qui ont résisté, et des régimes communistes, et puis les amener en Algérie où il y a 3 résistances. Il y a d'abord la résistance du pouvoir, de tous les pouvoirs qui se sont succédés, et surtout depuis que l'islam a été introduit en Algérie,
où le problème de l'islam, ou le plus important, on va revenir sur le droit de l'homme, c'est qu'il n'y a pas de séparation entre la religion, entre le religieux et le temporel. Il n'y a pas de séparation pour dire ça, c'est religieux, ça relève de la conscience personnelle, ça relève des lois et de l'évolution de la société. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que les régimes, et puis on revient peut-être au PPA, MTLD avec Messali, où ça a commencé en 1949, c'est que Messali, c'était le parti du peuple. Le parti de Farhat Abbas, c'était un peu pour une élite On est arabe. C'était le parti du peuple. Quand en 1948, il devait partir aux Nations Unies pour défendre la cause algérienne, le bureau politique du PPA, MTLD, avait émis un mémorandum de 52 pages dans une phrase qu'il faut retenir et qui, jusqu'à présent, se présente encore au peuple. L'Algérie est une nation arabe et musulmane. C'est-à-dire que tout ce qui est antérieur, Massénissa, Yugurta, tout ça, n'existe pas. Il ne fallait pas en parler. Même si on ne pouvait même pas en parler. Si on était éliminé du PPA. Déjà, cette période, donc, elle s'est transmise. Donc, pour comprendre, il y a eu, si on revient à sa période, on ne peut pas l'approfondir quand même par ici, il y a eu quand même, maintenant, à travers tout, parce qu'il faut traverser toutes ces générations, il faut revenir aussi, l'Algérie. Il faut revenir. L'Algérie est amazigh. Si on revient, elle est amazigh. Il y a les amazirs amazigophones. Il y a les amazirs, comment on peut dire, culturellement arabisés, qui se disent arabes. Ils ne sont pas arabes parce que c'est ça la réalité. Oui. On peut dire, mais c'est ça la réalité. Et si on veut approfondir, il faut partir de ça. Un peuple, il se construit par son histoire. C'est par son histoire qu'il se construit et par les générations. Donc, si on a bien compris, donc il y a des freins dans la société pour l'enracinement des droits de l'homme. Alors j'ai quand même envie pour avancer, hein, juste un instant. Donc il y a à travers cela une épée de Damoclès, une résistance. Une résistance très forte. Très forte. Alors, pour empêcher les droits de l'homme. Mais quand même, depuis la réunion du restaurant Bassora en 1985, le lancement de la Ligue des droits de l'homme. La Ligue a été lancée. Depuis cette historique réunion, il y a des progrès. Est-ce qu'il y a des progrès? Est-ce qu'il y a une idée? Parce qu'à l'époque, ça a été accueilli comment? Sous le régime de Chadli. Les droits de l'homme, c'est un concept occidental. Ce n'est pas universel, ce n'est pas applicable à un pays en développement comme l'Algérie. Est-ce que l'universalité des droits de l'homme est quelque chose qui est mieux accepté par le pouvoir algérien aujourd'hui et par la société? Est-ce qu'il y a un progrès? Il faut revenir à cette réunion de Bassora rapidement. D'abord, j'ai été désigné à l'unanimité comme président des droits de l'homme. Mais le pouvoir s'est opposé tout de suite. On passe. Pourquoi la Ligue a été la suite de 1980? Il faut suivre tout ce qui s'est passé. Bien sûr. Pourquoi Chadli, quand il est arrivé au pouvoir après le décès de Boumediene, a voulu créer une Ligue des droits de l'homme? C'était pour répondre à l'Occident, qui avait pris déjà position. À l'époque, la France jouait un rôle très important en Algérie. Donc il a dit, les droits de l'homme, il ne faut pas qu'ils soient accaparés par le peuple ou une partie du peuple, il faut qu'ils viennent de l'État et par l'État. Et c'est cela qu'a été créée la Ligue officielle de Brahimi. Moi, j'étais en résidence surveillée à Ouargla quand la Ligue de Brahimi a été créée. C'est à cette occasion qu'on m'a libéré. Donc, si tu veux, c'est une création. Donc, il y a eu une Ligue de l'État et une Ligue qui était indépendante. Mais à l'époque, les droits de l'homme en France, avec la Fédération internationale des droits de l'homme, avaient reconnu notre Ligue.
Donc on n'était pas reconnu ici, mais on était reconnu sur le plan, et la Fédération internationale était reconnue sur le plan mondial. Donc la question des droits de l'homme commençait à se poser en Algérie, avec 3 points d'interrogation. Attention, ce n'est pas entériné. Si c'est accepté sur certains, sur d'autres, il y avait beaucoup de réserves. Voilà comment elle a été admise dans la société. La société a compris, il y a un droit de l'homme, il faut en tenir compte. Il faut en tenir compte. Alors, dans le livre, moi, j'ai bien lu Mon testament pour les libertés. Vous évoquez l'universalité des droits de l'homme. Dans le livre, Al-Ihya, vous évoquez... Est-ce que c'est opposable? Est-ce qu'on ne peut pas opposer? C'est une vraie question. Est-ce qu'on ne peut pas opposer une spécificité culturelle dans les pays d'islam sur la question, par exemple, de la peine capitale, sur la question de l'égalité homme-femme, sur des questions modernes, par exemple la question de l'euthanasie. Dans le livre d'Abnon, j'ai lu, tu évoques l'euthanasie. Je ne sais pas si tu es pour ou contre, mais tu l'évoques. Tu dis que c'est un sujet sur lequel il faut réfléchir. Non, je suis contre. Voilà. Tu dis il faut réfléchir. Donc il y a des choses dans les droits de l'homme, il y a des choses qui sont de l'ordre de l'universel, auxquelles peut-être il est possible d'opposer une relativité culturelle des pays différents. Il ne faut pas revenir à ce qui fait les droits de l'homme. Retenons les droits de l'homme depuis la déclaration de 1948. Voilà. Les droits de l'homme, déclaration universelle des droits de l'homme, elle n'est pas opposable. Mais ça, c'est la première des choses. La deuxième, c'est les droits de l'homme, d'abord civils et politiques, économiques et sociaux. Il y a eu la différence entre l'Occident et l'Union soviétique, que les uns défendaient les droits de l'homme politiques et civils, les autres économiques et sociaux, puis ils se sont étendus à partir de 1966. Donc voilà les deux choses. Et la troisième chose, c'est comment appliquer maintenant ces droits de l'homme sur le plan universel. Le standard commun, le standard de 49. Le standard commun, c'est ça. Ils sont applicables 48, maintenant, applicables. Donc universels. Mais ils ne sont pas appliqués. Pas seulement l'islam, qui fait beaucoup de réserves. L'islam, dès le départ, la Déclaration universelle des droits de l'homme, l'Arabie saoudite ne les a pas acceptés sur 2 choses. Déjà en 1948, l'Arabie saoudite ne les a pas acceptés sur le plan des travailleurs, parce qu'il ne faut pas qu'ils aient des droits, et sur le problème de la femme, surtout. Bien sûr. Mais, je l'écris ici, les Asiatiques se sont réunis à 40, d'abord, en disant, nous acceptons ces droits de l'homme, c'est les droits de l'Occident. Oui. Et c'est un colonialisme encore de l'Occident. Nous ne l'acceptons pas. Alors, et les musulmans ont réservé les droits que nous connaissons, donc il y a eu des réserves. Mais pourquoi, par exemple, ici, pas seulement ici, ils n'ont pas accepté l'universalité des droits de l'homme? Parce qu'ils vous disent, charbonner et mettre chez toi. C'est ça la doctrine. Personne ne peut s'occuper de ce que je fais dans mon pays. Et cette doctrine a été défendue par les pays musulmans, les pays asiatiques, pas seulement asiatiques, les pays musulmans, avec le représentant du Maroc qui était devant l'ONU, l'Assemblée internationale de l'ONU. Nous faisons des réserves en disant que tout ce qui concerne le fonctionnement interne des États, nous sommes libres de faire ce que nous voulons. Et voilà, indépendamment des femmes, indépendamment de... Et c'est ce qui a permis de créer tout ce que tu avais dit tout à l'heure, des massacres, des crimes contre l'humanité et des choses comme ça. Dans ton testament des libertés, tu appelles les jeunes générations plutôt à s'emparer de ce qui existe comme droits et libertés avancés ailleurs pour essayer de les appliquer chez nous, j'imagine. Moi, je dis, nous sommes d'abord pour l'universalité des droits de l'homme. Et l'universalité des droits de l'homme, la première condition même dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, c'est pour ça que je dis, il ne faut pas revoir seulement les articles, il faut voir le préambule. Le préambule, ou le 3e alinéa du préambule, il faut dire l'égalité entre l'homme et la femme. L'égalité dans tous les domaines. Et c'est là que
tous les pays musulmans, et l'Algérie en particulier, a fait les fameuses réserves contre la Déclaration universelle pour les femmes en 1996. Mais aussi, ils font des réserves sur le comportement interne. C'est-à-dire que le pouvoir algérien n'a jamais accepté qu'on vienne, pour le comité des droits de l'homme, s'occuper de ce qui se passe en Algérie. Voilà. Alors, Ali Abdenour, il y a un ijtihad dans les droits de l'homme depuis 1948. Il y a des avancées, de nouveaux droits qu'on ne connaissait pas à l'époque, qui sont en train d'arriver. Le dernier rapport d'Amnesty International parle il y a des nouvelles catégories de droits. La Cour pénale internationale, est-ce que les pays comme l'Algérie ont intérêt à la soutenir? Est-ce que l'impunité des chefs d'État et des chefs militaires, c'est quelque chose qu'il faut réduire? La Cour pénale internationale n'a pas été reconnue par plusieurs pays. Ni l'Amérique, ni Israël, ni les pays musulmans, ni l'Algérie. Donc elle ne s'applique pas à eux. Ils ne la reconnaissent pas. Ma question c'est, est-ce que c'est un progrès? Oui, bien sûr, c'est un progrès très important. Et les pays africains, la plupart des pays africains, il n'y a que le Soudanais qui est poursuivi là-bas. Président Bachir. Alors que 3 pays africains sont devant la Cour aux Pays-Bas. La Cour pénale internationale est souhaitable parce que jusqu'à présent, on disait que les chefs d'État qui étaient responsables de crimes contre l'humanité, de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité ou de génocide, ça, en Afrique ça a existé, doivent être déférés devant la Cour avant ou après. Moi, je le dis dans le livre, le président Bouteflika et le ministre de l'Intérieur, le responsable de l'Algérie, dans les événements de 2001 en Kabylie, où il y a eu 126 morts, des centaines d'handicapés en vie et des milliers de blessés, dont la plupart ont été soignés à l'étranger, soient déférés devant la Cour pénale. C'est le droit. Moi, je n'attaque pas les personnes, mais je dis le droit, voilà ce qu'il dit. Je souhaite que cela soit appliqué. Alors, si le président Bouteflika, pour sa responsabilité dans le printemps berbère, le printemps noir en Kabylie en 2001, et selon toi, Maître Ali Abdenour, candidat pour être poursuivi devant la Cour pénale internationale, on va s'arrêter un moment et parler on va revenir à cela, parler de l'époque des années 90. Les responsables à ce moment-là, est-ce que tu dirais la même chose du président Zerouel? Voilà. Parce que le président Zerouel, il y a eu quand même des milliers de disparitions sous sa responsabilité. L'histoire de l'Algérie et des Algériennes, en ce qui concerne le président Zerouel, on dénaturait les faits. Mais je pense qu'il faut revenir un peu à la personnalité du président Zerouel. Zerouel est un général. Je ne sais pas si vous savez comment il a fait. Zerouel, il avait 16 ans. Il travaillait, vous savez, chez un commerçant juif à Patna. Et le commerçant juif lui a demandé de déposer une somme d'argent qu'il avait ramassée dans la banque. Au lieu de la déposer dans la banque, il est monté avec elle dans les maquis. Il a fait les maquis, il a fait tout ça. Il a fait une académie militaire à Bagdad. Quand il est revenu, on lui a demandé d'être. Il n'a pas voulu. Finalement, il a accepté. Mais il n'avait pas déjà la formation d'un chef d'État pour diriger tous les services. Ce qui fait que les services, depuis l'indépendance jusqu'à Bouteflika, c'est l'armée qui dirige. C'est l'armée qui désigne les présidents, c'est l'armée qui les relève, qui nomme toutes les structures, ambassadeurs, députés, tout ça, c'est elle qui... Donc lui, il ne faisait qu'à la fin. Pourquoi il a démissionné? Moi, je vais vous expliquer. C'est parce que lui, il a voulu discuter avec le fils, les autres lui ont dit non. Et c'est pour ça qu'il a dit, moi j'arrête. Les autres ont dit non. Et même là, on lui a dit, tu démissionnes pas, tu attends qu'on lui fasse. Il voulait discuter avec le fils et les autres ont discuté avec l'AIS. Avec l'AIS. Et le problème, c'est Ouihaya qui va sortir là. Ouihaya, le RND, il a été créé en 97, en février. En 3 mois après, il obtient 156 députés et il obtient 80 sénateurs. Donc, c'est lui qui a fait le trafic
dont on n'a pas parlé. Qu'on s'entende bien, qu'on s'entende bien. Sur le droit international, sur l'impunité, sur l'impunité. Ah, on peut être d'accord pour dire que il y a des scénarios où la responsabilité est facile à identifier. Milosevic, par exemple, dans le cas de ce qui s'est passé au Bosnie-Herzégovine, il a été poursuivi. Bien. Gbagbo, il est en cours de procès à La Haye. Bien. Dans le cas du printemps noir, donc tu dis que Bouteflika a une responsabilité engagée. Lui, il peut dire que les gendarmes, que le commandant-chef de la gendarmerie a dépassé les prérogatives. Il a fait plus. D'ailleurs, il est resté en poste pendant les 10 ans suivantes. Mais si on applique ce principe-là, oui. Quand il y a des bombardements par drone, même Obama doit être devant le CPI. Parce que des bombardements par drone qui tuent au Yémen, ça a été souvent le cas, des civils. Oui. De manière collatérale. Ça ne se voit pas beaucoup. Mais il y a quelqu'un qui a donné l'ordre, quelqu'un qui a permis cela. Ça ouvre un terrain délicat. Bien sûr, la responsabilité est toujours différente. Mais est-ce que le CPI, ce n'est pas quand même un rapport de force politique qui va décider de qui est bon coupable et qui est mauvais coupable? Qu'est-ce qui se passe maintenant? Pourquoi le CPI, en ce moment, il n'a pas reculé, mais il stationne? D'abord, les pays africains, ils se sont réunis. Ils veulent tous se retirer, même ceux qui ont signé, parce que l'Algérie n'a pas signé. Mais les pays qui ont signé veulent se retirer parce qu'ils disent on attaque les pays africains. C'est un peu vrai, non? C'est un peu vrai, ça. Mais c'est vrai. Mais c'est vrai que la plupart des pays africains, ce sont ceux qui sont des dictatures et qui appliquent justement cela. Bon, il y en a maintenant avec les pays d'Amérique et tout ça. Mais c'est dépassé un peu ce problème-là. Mais le problème, normalement, la Cour pénale internationale maintient. Elle poursuit actuellement celui d'Afrique, elle les poursuit encore, elle veut les passer, mais les Africains ont résisté, donc elle ne veut pas quand même éliminer ce pays et ses dirigeants actuels en attendant que les peuples fassent des renversements eux-mêmes, ça va venir. Dans 50 ans, dans un an, les démocraties reviennent dans les pays africains. Ils commencent d'ailleurs. Et un instrument comme la CPI, c'est un instrument qui peut aider les peuples. Il peut aider. C'est un principe fondamental. C'est un principe fondamental, c'est bien entendu. Maintenant, pour revenir à 90, il faut revenir, même dans ce livre. Alors justement, dans le livre, j'arrive à 90, le grand un peu moment noir de ce livre qui est plein d'espoir en même temps, je le dis à nos amis auditeurs, Mon testament pour les libertés, c'est quand même l'héritage des années 90 et le grand dossier des disparus, c'est celui sur lequel nous ne savons pas qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui. On a l'impression quand même que cette page-là va finalement être tournée sans qu'elle soit traitée, qu'il va y avoir le pardon sans qu'il y ait la justice. Vous savez, la décennie 90 est terrible. Moi, ce que je dis de là, c'est le minimum. Je ne peux pas vous raconter, mais j'ai eu de longues discussions avec un colonel du DRS, ancien, très important, en 3 parties. La première partie, il me dit: j'ai lu votre livre, mon livre a paru le dimanche 10 décembre, mardi, il avait déjà lu. C'est un intellectuel très important du DRS. Vous savez que le DRS a des personnalités très importantes qui ont fait le monde entier et qui sont valables. Il me dit: j'ai lu votre livre, je vais venir vous voir. Il n'est pas venu 15 jours. Il m'appelle 15 jours, il m'a dit: je vais vous entretenir. Est-ce que vous me donnez un temps? J'ai dit: j'ai le temps entre 11h15 et 12h30 où je mange. Il m'a dit: alors je fais des réserves parce que vous attaquez le DRS et le DRS a sauvé l'Algérie, a sauvé. Mais j'ai dit, ce qui l'a touché, c'est que j'ai comparé le DRS, les actions qui sont menées, les liquidations physiques de personnes, à ce qui s'est passé pendant la guerre de libération. Moi, c'est la vérité. Je ne peux pas reculer devant cette vérité. Et maintenant, ils se dressent contre moi, violemment, les anciens. Parce que le livre les met devant leurs responsabilités. Parce qu'il leur met de responsabilités. On l'a dit parce que eux, jusqu'à présent, toi tu le sais un peu plus que les autres, c'est qu'ils ont bénéficié de la confiance de l'Occident. On a attaqué, le terrorisme, on l'a massacré. L'Occident, c'est tout ce qu'il demande, que l'islamisme radical ne prenne pas. On l'a arrêté. Donc, ils ont gagné.
Mais quand ils ont vu sur le plan des idées qu'ils ont fait ce que personne n'a fait, des massacres, de tout, comme ceux qui étaient dans les maquis ont fait, contre les femmes, contre les enfants, contre tout ça. Moi, ce qui m'a frappé dans la vie, que j'ai repris dans mes 2 livres, quand une famille de Maison Carrée qui vient me voir et qui me dit, on est venu chez nous, on a pris mon père, on a pris mon frère, excusez-moi l'expression, on a violé les 2 filles. Je dis, est-ce que je peux l'écrire? Il m'a dit, vous pouvez l'écrire, notre vie est passée. Qu'est-ce que vous voulez faire? Ali Vous pouvez dire, Ali Abnor, question directe. Est-ce que le régime algérien pouvait lutter contre le terrorisme en respectant les droits de l'homme? Non, je ne dis pas en respectant les droits de l'homme, mais il y a un problème. Il y a un État, comme il y avait un État algérien. Bien, je vais faire une petite réserve, parce que tous ces problèmes-là, d'où ils sont venus, en 62, quand les 5 qui étaient libérés sont arrivés à Tunis, moi j'étais secrétaire général de l'UGTA. J'étais donc au premier rang quand l'avion est arrivé. Ben Bella, au lieu de dire c'est la nation algérienne qui revit, c'est l'État algérien qui retrouve, il a dit nous sommes 10 millions d'Arabes. Alors que les Tunisiens étaient fiers des Tunisiens, les Marocains sont frères des Musulmans. Nous, on n'est plus un État qui revient. On n'est pas une nation qui revient. On est 10 millions d'Arabes. C'est à partir de là qu'est venue cette question-là. Donc, nous vivons. Comment on l'a présenté aux Algériens, aux jeunes Algériens, comment ils vont réagir sans aller vers la violence, mais il faut évoluer. Il faut que les droits de l'homme s'imposent. Ce qui a été fait et qui a permis. Parce que le DRS, il faut dire, c'est eux qui ont dirigé l'Algérie. Il ne faut pas reculer un peu. Jusqu'à l'arrivée de Bouteflika, les présidents de la République ou toutes les institutions de l'État étaient désignés par elle. Ben Bella, il était relevé par qui? Par l'armée. Chadli, on a beau dire ce qu'on veut, il a été relevé par l'armée. Lui, il a dit j'ai démissionné, mais obligé d'être démissionné. Même celui des Ores, Zeroual, il a été obligé de démissionner. Moi, je me souviens, je peux vous dire, j'ai été appelé par Abbas Medani, passé rapidement. Il m'a dit demain, je fais une déclaration, vendredi matin, demandant l'arrêt des hostilités à tous les maquis. Le lendemain, à 10h, il m'appelle. Et il me remet un C'est quand il était en résidence surveillée? Quand ils sont sortis après le 6 mars. Là, oui. Alors, Dabnor, le dossier des disparus, comment aujourd'hui, dans ton testament, comment on peut... est-ce qu'il est encore possible de dire la vérité sur ce? Est-ce qu'il est encore possible de dire la vérité? Le dossier des disparus reviendra parce qu'il est au niveau de l'ONU. Et par qui il est défendu? C'est par ceux de l'Amérique latine, du Chili et de l'Argentine, qui sont des organismes puissants à l'ONU, qui ont depuis 50 ans maintenant plus de résistance, qui ont créé et qui ont aidé les organisations des droits de l'homme algériennes à poser le problème des droits de l'homme des disparus devant l'ONU. Donc, et la réaction de l'Algérie a été négative jusqu'à présent, mais il demeure encore suspendu à l'Algérie. Il reviendra par l'extérieur, il ne reviendra pas par les familles de disparus en Algérie. Elles se battent toujours. Elles ont peut-être un peu baissé au niveau des rassemblements tous les mercredis, mais elles sont toujours présentes. Non, elles sont présentes, elles sont aidées sur le plan international. Par toutes les organisations des droits de l'homme, parce que c'est un droit de l'homme fondamental. Quand on enlève une vie, quand on ne sait pas où sont les... Le problème pour l'Algérie, c'est de dire où ils sont. S'ils sont morts, ils n'ont qu'à dire ils sont morts. Ils n'ont qu'à dire ils sont enterrés dans des fosses communes. Ils n'ont qu'à dire qu'on peut les retirer et les donner aux familles pour qu'elles puissent faire leur deuil. Elles ne peuvent même pas faire leur deuil. Comment voulez-vous? C'est quoi le bon modèle au niveau international pour sortir de cette situation-là? C'est ce qui est arrivé en Afrique du Sud, c'est ce qui est arrivé au Maroc au début des années sur équité et réconciliation. Est-ce qu'il y a un modèle qu'on peut suivre? Le modèle, c'est l'Afrique du Sud. C'est qu'il a donné
pour la solution, je dis. Maintenant, sur le cas particulier, c'est le Maroc. Le Maroc a reconnu quand même ce qui s'était passé à Azazmat. Il a reconnu qu'on a enlevé, mais ici, le pouvoir ne veut pas reconnaître. Or, les familles de disparus, ou le problème des disparus, on ne pose pas seulement ceux qui sont enlevés par l'État. On pose aussi ceux qui sont enlevés par les groupes armés. Bien sûr. Eux aussi ont disparu. C'est l'ensemble. Bien sûr, Or, bien sûr. même pendant Zerouel, il a voulu faire la disparition. Toujours, on a voulu faire la différence entre ceux qui sont enlevés par les groupes armés islamistes et ceux qui sont enlevés par l'État. Voilà. Donc ce problème-là n'est pas terminé. Les familles d'Algérie n'oublieront pas, elles ne se défendront pas toujours, même après cette génération. Il y aura une autre génération, et un jour, si moi je ne veux pas employer des mots durs, mais le système politique, je ne dis pas le pouvoir, parce que ça remonte au système politique, c'était avant les 4 pouvoirs qui se sont succédés, avait l'intelligence de l'Algérie comme pays indépendant et qui peut jouer un rôle sur le plan régional et international, de par ses richesses, de par sa population, de par le nombre élevé de ses dirigeants ou de sa population, de jouer un rôle très important, devrait trouver une solution à ce problème-là. Or, il le nie, il le niera toujours, tant. Maintenant, Est-ce qu'il faut qu'il y ait une révolution comme en Tunisie ou d'autres pays comme en Afrique du Sud, où c'est quand même l'ANC qui a lancé le processus de réconciliation? Est-ce qu'il faut passer par une rupture pour que la vérité soit traitée? Ou est-ce que c'est possible de le faire dans le cadre du même régime qui continue? le problème ne se réglera ni sur le plan international parce que l'Algérie, elle ne reconnaît pas tout ce qui ne répond pas, puisqu'elle dit je suis charbonnier et mets chez soi, c'est ça. Ne rentrez pas dans nos conditions intérieures, ne vous occupez pas de ce que nous faisons. Donc, ne fera jamais intérieur. Et l'Algérie, sur le plan international, elle est toujours condamnée. Toujours condamnée, mais jamais elle n'a exécuté, elle reconnaît les condamnations, donc ça viendra de chez nous. On va essayer. Attends, et comment ça viendra de chez nous? C'est arrivé maintenant, avec le bouillonnement qui se pose. Je te l'ai dit tout à l'heure, je le répète, il y a eu une nuit coloniale très longue. Il y a eu une nuit de dictature très longue. Nous arrivons maintenant à un bouleversement qui va donner quelque chose. Ou bien le système politique va être très dur, mais il ne s'en sortirait pas, ou bien il va disparaître. Je ne dis pas dans 1 an, dans 2 ans, mais il y a actuellement dans la société, et le pouvoir où il se trompe, c'est que même le peuple n'est pas celui qui l'a dominé depuis l'indépendance. Maintenant, il n'accepte plus ce qu'il fait. Il vole, il prend tout, il prend les biens de l'État, il prend tout, il ne laisse rien du tout pour le peuple. Maintenant, les gens ont dit, il y en a assez, on ne peut plus aller, on préfère mourir que garder cette situation. Est-ce qu'il y aura une révolution? Moi, je ne la souhaite pas. Je ne la souhaite pas parce qu'une révolution, elle détruit ce qu'il y a déjà. Mais moi, je souhaite à ce que le système politique reconnaisse et que par les élections libres, où le peuple peut s'exprimer librement, puisse changer les choses. C'est difficile. Dabnol, tu m'offres une très bonne transition pour avancer dans le livre, vers la partie peut-être finale de ce livre, la politique, les institutions, les élections, dans laquelle il y a l'opposition. Alors, dans le progrès qu'il y a eu sur les questions des libertés, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que la classe politique algérienne, notamment avec sa frange de l'islamisme politique, elle a elle aussi progressé sur la question des libertés? Par exemple, je vois le mémorandum de Zeralda en 2014. Il y a un accord aujourd'hui, un consensus sur certaines valeurs démocratiques qui sont appropriées aussi par l'islam politique, qui était un peu un obstacle, pas seulement lui, hein, on peut dire qu'il y a d'autres formations qui posaient ce problème-là. Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, on a une opposition politique qui est rassurante par rapport aux libertés? Moi, j'ai participé à la réunion de Zeralda. À la réunion de Zeralda. Ils sont venus ici tous,
pour me demander d'adhérer. Moi, je suis un militant des droits de l'homme. Je discute avec tout le monde, même avec les gens du pouvoir. Ça. Je respecte toute personne, mais je suis contre sa politique et je le dis. Je suis allé là-bas, c'est moi qui ai demandé à ce qu'il y ait le congrès, après la première réunion de Zeralda. Elle a été appliquée, j'ai parlé le premier, et la première bombe que j'ai lancée, c'est le problème de la femme. Quand j'ai dit... je dis ça, c'était pour mettre mal à l'aise les islamistes? Non, c'est pour poser le problème. La première chose que j'ai prononcée, j'étais le premier à j'ai dit la femme algérienne a le droit de choisir l'homme de son choix, librement. Sans tutelle. D'abord, pour partager sa vie avec lui et donner un père à ses enfants. Et ils n'étaient pas d'accord. Mais ils réfléchissent, ils reviennent. Et moi, mon but, comme a dit Jabla, pour me répondre, il m'a dit, je ne veux pas que mes filles marchent toutes nues dans la nuit. Moi, mon but, c'est que les filles de Jabla me rejoignent. C'est-à-dire que les femmes voilées ou non voilées défendent leurs droits. C'est ça le problème, parce qu'on ne peut pas dire que ce sont seulement les femmes éduquées, évoluées, qui vont évoluer. Il faut amener ces filles-là à dire, il faut qu'elles soient respectées par le mari, il faut qu'elles soient respectées, il faut qu'elles soient dignes, et non pas seulement une femme qu'on dit. Le problème, c'est ça, c'est le problème fondamental, c'est celui-là. Mais pour faire une coalition politique, c'est un problème de société. Pour faire une coalition politique, on voit en Europe, l'extrême droite arrive au pouvoir dans des coalitions où les valeurs ne sont pas complètement partagées. Est-ce qu'on a besoin de ce niveau de consensus? Ou est-ce qu'on a juste besoin de respecter les institutions, comme ça a été le cas à Zeralda? Le cas de Zeralda, au début, ça allait bien. Même les islamistes, et particulièrement le MSP, à part Jabla un peu, qui était un peu très dur sur les choses, il ne venait pas lui-même, mais d'autres venaient à la réunion, il était un peu dur, mais on sentait quand même une évolution, et ça poussait par les femmes, par leurs femmes, qui disaient quand même, on n'est pas des animaux, on n'est pas des ceci, on a besoin d'avoir des droits, d'être respectés, d'autres, ceci et cela. Donc il y a eu déjà une perception, une réflexion. Je ne dis pas arriver. Mais attention, le système politique ou le pouvoir, il n'est pas bête aussi. Il suit, il connaît bien ses problèmes, il connaît les hommes. Il les a suivis un par un, il connaît quels sont leurs défauts, quels sont les avantages. Où il nous a eu? Il nous a eu par les élections. Le jour où le problème des élections s'est posé, il fallait trouver, ce que dit tout à l'heure, comment il s'appelle? Sofiane Djilali. Sofiane Djilali. Il fallait trouver au moins, faire une équipe partout, puisqu'il y avait tous les partis réunis, démocrates et choses, se présenter partout en équipe réunie. Non, chacun voulait... Des listes communes. Surtout le MSP. Parce que le MSP considère qu'il a beaucoup d'argent, qu'il a l'avance partout, qu'il est structuré partout, plus que les autres, et qu'il va gagner la chose. Et il y a deux choses, je m'excuse d'employer une formule, mais c'est vrai, les poules, quand on veut les diviser, on leur donne des grains. Et les partis, quand on veut les diviser, on leur donne des élections. Des sièges à l'Assemblée. On les a divisés par les élections. Voilà. Voilà. Est-ce que c'est pas ça qui risque d'arriver encore à la prochaine élection? Et il y a une tentative actuellement qui se fait, qui est dure parce que peut-être qu'on est, mais qui a une tentative qui est maintenant et qui va arriver avant le congrès du MSP du 10 mai pour dire on ne va pas refaire encore Zeralda, ce n'est pas sur ces bases-là qu'il faut partir. Ça a été quand même un échec, puisque les élections n'ont rien donné. Alors eux, ils pensaient qu'en partant chacun de son parti, ils allaient avoir la majorité. Ils n'ont pas compris que les élections, depuis Naïgéen jusqu'à Bouteflika, elles sont toujours dirigées par le pouvoir et fixées à l'avance. On a dit, comme a dit Ali Ben Fliss, c'est vrai, Ali Ben Fliss a dit, j'ai été élu dans les urnes et pas les résultats. Oui, oui, c'est une autocritique. Voilà, c'est ça le profond des problèmes. Donc, est-ce que c'est possible? Il faut essayer. Avec ce bouillonnement qui existe un peu partout, je pense que ça ne va pas arriver dans un an ou 2 ans à venir. Mais il va y avoir une pression de l'Occident. Il va y avoir une pression de l'Occident pour 2019.
une profession qui jouera dans le problème interne, même sur le RND et le FLN, à l'intérieur des partis, pour dire il y en a marre. Il faut désigner quelqu'un de chez vous ou d'un autre. Et les Algériens disent s'il n'y a pas des élections libres, nous n'irons pas voter. Mais est-ce que demain, ils n'iront pas seulement pas voter, mais est-ce que dans des endroits, ils n'iront pas plus loin? On ne sait pas. Le risque existe. On ne sait pas. Le problème est posé. Est-ce qu'il ne faut pas l'éviter? Mon testament pour les libertés, Ali Abnour, vous dites l'avenir, tu dis depuis tout à l'heure, bon, l'avenir, c'est la démocratie. Est-ce que c'est juste une profession de foi ou est-ce que on peut réellement y croire, sachant quand même que dans la société algérienne, on a évoqué les résistances tout à l'heure à l'application des libertés, le respect des droits de l'homme, on a évoqué le pouvoir, on a évoqué la tradition culturelle. Est-ce que la principale résistance ne vient pas de la société? Est-ce que les Algériens aiment la démocratie ou est-ce qu'ils sont toujours nostalgiques d'un régime autoritaire? C'est vrai qu'on peut dire que l'Algérie traditionnelle, elle aime un régime autoritaire. C'est vrai. Même ancestralement, dans les tribus, il y a un chef de tribu, c'est lui qui décide. Ailleurs, c'est venu, c'est décidé. Mais il y a quand même une évolution. Les gens sont partis un peu partout dans le monde et ils ont compris ce qui se passe dans le monde. Et maintenant, même dans les partis, on voit, prenez les partis démocrates, qu'on prenne par exemple le RCD ou le FLN ou bien des partis islamistes. Il y a toujours les anciens qui veulent rester. Or, dans le parti, quand il y a un point de congrès, il y a des jeunes qui arrivent. Et les jeunes, tu as été toi-même, toi jeune, et tu sais, ils demandent des responsabilités. Ils ont travaillé, ils sont sur le terrain, nuit et jour sur le terrain. Mais quand on demande des élections à l'Assemblée nationale, au Sénat, ou bien même locales, on a choisi toujours ceux qui sont autour des choses. Ce qui fait qu'ils désertent un peu ces partis politiques. Donc il y a beaucoup de choses qui se passent. C'est dommage. C'est dommage. Donc il y a d'abord, ils ont compris, beaucoup de partis commencent à comprendre démocratie, qu'il faut d'abord de la démocratie à l'intérieur de leur rang. Il faut qu'il y ait de la démocratie à l'intérieur de leur rang et permettre à ceux qui sont sur le terrain de faire. Parce que tout le problème, c'est ceux qui sont sur le terrain, que ce soit la société civile, les militants des droits de l'homme ou n'importe quoi, c'est ceux-là qui comprennent ce que la société veut faire et qui agissent pour faire changer les choses. Tant qu'on ne changera pas les choses dans la société, dans les partis politiques, on n'imposera pas ce qu'on appelle. Sinon, maintenant, le système, c'est vrai qu'ils veulent un chef. Ali Abnour, le système veut un chef, mais... Bon, tu ne souhaites pas de révolution parce que ça détruit. Tu déplores la division de l'opposition, on l'a très bien compris. Est-ce qu'on peut encore espérer un Gorbatchev dans le système, une auto-réforme de l'intérieur du système qui saisisse qu'il faut aller vers plus de démocratie et plus de liberté? Est-ce que c'est encore possible dans l'Algérie de Bouteflika en 2018 et qui pourrait être l'acteur de cette auto-réforme? Actuellement, la réalité actuelle, c'est qu'au niveau du système politique, parce qu'il faut parler encore du système, il n'est pas mort, ce n'est pas le pouvoir. Il y a maintenant une division franche qui est basée sur l'intérêt d'abord, parce qu'il y a un clan dominant. Jusqu'à présent, ils avaient tout en même temps, chacun avait tout. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas dire que le président il joue son rôle, c'est pas vrai. Quand on a une maladie comme ça, ce n'est pas vrai, on ne peut pas suivre. Donc, mais son frère le fait pour lui, Saïd Bouteflika le fait. Oui, donc c'est un groupe qui décide, et jusqu'à présent, ils avaient tout. Si on prend le régime Sellal, 2012-2017, ce qui s'est passé, on ne peut pas s'imaginer. Sur le problème des terres, les terres industrielles, les terres agricoles, l'argent qui est parti à l'étranger, ici, ce qu'on a pris les terres. On a des gens ont demandé des terres agricoles ou industrielles, non pas pour les travailler, mais pour les garder et les revendre. Ils les revendent à l'État, qui va construire des immeubles, et pour gagner 1000 fois plus. Non, c'est terrible, c'est arrivé à un point où ça... Ce qui fait qu'actuellement, il y a un nouveau pouvoir au niveau de l'État, un groupe dominant qui va avec le FLN,
puisque le FLN dit qu'il écoute ce qui vient, non pas du président, mais de la présidence, qui vient de là-bas. Il y a le RND, qui est un autre groupe. Jusqu'à présent, ils avaient les mêmes intérêts communs, mais maintenant, les intérêts dominants sont de l'autre côté. Le problème, c'est le problème d'Ouihia. Le problème d'Ouihia, au début, avec toutes ces péripéties, comme dit Chadli disait péripéties. Avec toutes ces péripéties, Ouihia était contre le capital occidental et algérien. Maintenant, il a rallié les oligarques. Il dit on a besoin des oligarques. Il a rejoint lui totalement. Pourquoi? Pour demain, pour qu'on lui donne de l'argent. Donc, il y a séparation. Est-ce qu'ils vont s'entendre pour trouver une solution à l'argent? Et il y a le problème de l'armée dont on n'a pas parlé. L'armée, actuellement, tous les chefs d'état-major, les chefs de région sont de l'Est. Parce que l'Est était les plus nombreux au départ, sauf deux. La première région de Blida, qui est un type de l'Ouest. Général Chentouf. Et la deuxième région militaire, qui est un Kabyle. Saïd Bey. Tous les autres sont de là-bas. Donc, le chef d'état-major, vice-président, vice-ministre de la Défense, ne peut rien faire par lui-même. Il est tenu de par ses chefs de région. On veut se débarrasser de lui, parce que c'est un problème très important, il faut le dire. Mais qui veut se débarrasser de qui? En haut lieu. On veut se débarrasser du président ou du chef d'état-major? On veut se dépasser du chef d'état-major parce qu'il y a le système dominant qui veut rester encore. Donc le chef d'état-major résiste au système dominant? Non. Le chef d'état-major, il sait que le chef de la première région militaire, on veut le nommer comme chef d'état-major. Et que lui, on veut le nommer comme ministre des anciens Moudjahidines. Si tu veux de l'argent, il y a beaucoup d'argent, c'est les anciens Moudjahidines. Mais lui, le chef Gaï Salah, il sait que si on le nomme chef d'état-major, lui, c'est fini. Donc, est-ce qu'il va réagir? Est-ce que l'armée, qui a toujours dirigé le pays, on se souvient, depuis 1962, l'armée, c'est le système politique. Mais, attention, si se pose un problème, est-ce que l'armée va intervenir maintenant? Elle peut le faire contre elle et malgré elle. Je ne le souhaite pas, parce que l'armée, quand elle prend le pouvoir, c'est toujours un pouvoir négatif et totalitaire, mais elle peut agir. Et c'est elle qui est nommée et qui est un point d'interrogation. Ali Habnour, dans le livre Mon Testament pour Liberté, il y a un chapitre qui s'appelle Bouteflika a tout régenté. Bouteflika a quand même réduit un peu du pouvoir de l'armée, on est d'accord? Bouteflika, c'est vrai. Après le deuxième mandat. Bouteflika en 2004. Moi, je me souviens en 2004, pour le deuxième mandat, il y avait les 10 députés qui se présentaient. Moi, je faisais partie de... Moi, je n'étais pas candidat, mais on se réunit. Le chef d'état-major à l'époque, c'était Mohamed Lamari. Et il a fait une déclaration. On dit, en ne citant pas le président, mais on dit le président candidat doit respecter le peuple algérien, ne doit pas lui imposer ses œuvres. Bon, en 2004, il a liquidé, il a mis à la retraite, et Gaï Salah est arrivé en 2005. En 2005, comment Bouteflika a voulu reprendre, puisqu'il est arrivé, je ne veux pas être vice-président, tout ça, je veux être président, allons tout de suite. En 2013, à avril 2013, quand il a été malade, 80 jours absent. Vous savez que l'article 80 dit, c'est net, absent plus de 45 jours, c'est fini. Bon, ne revenons pas. Quand il est revenu, qu'est-ce qui s'était passé? Il s'était passé que Toufik, le général Toufik, avait touché des anciens chefs de gouvernement ou premiers ministres
en leur disant, d'après les renseignements qu'il avait, que Bouteflika pouvait peut-être perdre la vue. Parce que ça durait depuis longtemps. Est-ce qu'il avait des informations? On ne sait pas. Ce qui fait, quand il est rentré, on lui a dit, Tawfiq, il a voulu prendre la succession. C'est vrai que, moi je sais, il a touché Ali Ben Flis, il a touché Sidi Ahmed Ghazali. Préparez-vous, parce que le président du Sénat, qui doit faire les élections dans 2 mois, c'est très rapide, c'est trop... Préparez-vous, c'est tout ce qu'il a. Et il a frappé. Mais pourquoi il a frappé? Il a frappé parce que Gaï Salah a lâché avec l'armée. Sinon, il ne pouvait pas frapper Tawfiq. Et Tawfiq, moi je le dis et le redis, je suis contre la violence. Mais dans l'intérêt du pays, il devait le faire, le coup d'État lui-même, en 2013. Enfin, ce ne serait pas un coup d'État parce que c'était juste respecter la Constitution. La Constitution, mettre en œuvre la Constitution. Tout simplement, ça ne peut pas être un coup d'État. C'est la dérive est venue de tout là. Parce qu'il n'a pas eu le courage. Lui, il a dit pour ne pas faire couler le sang. Je ne sais pas d'où venait. Mais il demandait l'article 81 qui devait être applicable, il devait le faire. Il ne l'a pas fait. Et c'est de là que découle tout ce qui est venu. Pour revenir à ce qui est dit, c'est vrai que la société, elle a un pouvoir autoritaire. C'est vrai que quand les décisions sont prises d'une manière globale, il faut les appliquer. Il ne faut pas, après que quelqu'un intervienne pour faire venir, comme on l'a fait pour l'éducation nationale. C'est un problème très important. Le problème de l'éducation nationale, le CNAPES, depuis combien de temps il a fait la grève? Il a fallu qu'on envoie de la prévidence, quelqu'un qui vient de la prévidence pour que tout le monde dise, ministre de l'éducation et tout ça, arrêtez-vous et tout ça. Voilà. À quand le prochain livre d'Abdnor? Moi, je voudrais faire un livre sur le syndicalisme. Oui. Ça me tient beaucoup à cœur. Je ne sais pas si j'aurai la volonté, le courage et surtout la permanence de l'esprit en partant de tout ce qui existait avant le JTA. D'abord, l'enseignement, tout ce qui a été fait. Et puis, je tiens à une chose très importante. C'est l'UJTA dans les camps et les prisons. Et particulièrement un épisode que j'ai connu et qui m'a frappé un peu pour toute la vie. Quand j'ai été amené à Berwaguia, après nous amené à Paul Cazel, quand on a créé Paul Cazel après la création, après la bataille d'Alger, en juin, on nous a envoyé, comment ça s'appelle? J'ai oublié le nom. C'est une prison? Non, un camp de concentration. On nous a envoyés là-bas et on m'a désigné comme chef de camp. Moi, le soir même, il y avait 2000. 2000 détenus. 2000 détenus envoyés de tous les camps et prisons. Et on nous a dit... C'était pas à Bedo, du côté de Sidi Belabès? Non, au-dessus de Belabès. C'est Bedo, c'est un Ras Elma. Bedo, il y avait... Non, comment ça... C'est pas Tler, c'est pas... Il y a un nom colonial. Hein? Bon. Je me rappelle que c'était Sidi Belabès, c'est déjà ça. C'était Paul Cazel. Paul Cazel, ok. Paul Cazel, on est parti là-bas. En 2000, j'ai été désigné le soir. On a organisé les camps, on a organisé les cours, on a fait. Et puis, on nous avait mis 5 policiers à l'intérieur comme prisonniers. Et nous, comment on faisait? Vous savez que le courrier, quand on l'envoie, on ne le ferme pas. Il est contrôlé par eux. Et le courrier qui vient aussi, il est ouvert. On contrôlait le courrier. On a découvert qu'il y avait 5 policiers qui n'écrivaient pas à leurs parents, mais on avait fait la bêtise. C'était des jeunes qui ont levé les lettres aux parents et qui écrivaient contre le pouvoir à l'intérieur. Ce qui fait, la direction, le colonel était au courant. Le 15 août, ils nous réunissent les 2000, et moi en tête. Ils me mettent les policiers ici, et j'haranguais la salle, et puis ils m'ont frappé, ils m'ont dit « Tu vas crier Vive la France ». Et avant de m'évanouir, j'avais crié « Vive l'Algérie ». Là, ils m'ont envoyé dans l'ancien camp. Il y avait un ancien camp où on mettait les gens de 40, les communistes et tout ça. Je ne me souvenais pas que j'avais 2 enfants. Je savais que j'étais marié, 2 enfants, mais je ne connaissais pas le nom. Je ne savais pas que c'était Amokran et Samia. Tellement ils m'avaient brouillé. Et puis, les gens là-bas, comme
ils vivaient. Il y avait Sid Ali Abdelhamid. Il y avait. C'est Dali Abdelhamid, membre du comité central du PPM-TLD, grande figure du centralisme. Il y avait, comment il s'appelle, un autre du bureau politique qui était là-bas. Mais ils vivaient bien, ils étaient là-bas. Et les gens sont venus me voir et m'ont dit, on ne peut pas rester là, il faut que tu prennes. J'ai dit, je ne peux pas prendre, j'ai été éliminé de là-bas, on ne peut pas me reconnaître. Mais c'était les chefs de chambre qui disaient. Alors je vais vite. Les chefs de chambre, ils étaient appelés par le colonel, il leur disait, vous faites ça. Et puis un beau jour, il leur dit, demain à 16h, les journalistes internationaux vont venir avec l'IGAN d'Oran. Il y avait les préfets et les IGAN. Et ils vont dire, on mange ensemble, les prisonniers et l'administration, donc ça va très bien. Et le soir, moi, j'étais désigné comme chef clandestin. Je leur ai dit, ça va. Il nous a donné 2 quintaux de semoule, faites les gâteaux, les beignets, on va les manger le matin, ici, tout le monde. Et puis le soir, chacun dans sa chambre. Quand ils sont arrivés le soir, à 16h, personne ne sortait. Bien, ils savaient, ils savaient que c'était moi, bien sûr. On pourra, j'espère, Dabnon, lire cette histoire et l'histoire du syndicalisme. C'est l'histoire du syndicalisme qui m'intéresse, parce qu'on n'a pas mis, d'abord, avant d'arriver à l'UJTA, l'importance de la CGT d'abord, du Parti communiste, du rôle qu'ils ont joué en Algérie d'abord, auprès des ouvriers agricoles, des ouvriers importants, et puis dans l'enseignement. C'est très important parce que dans l'enseignement, les instituteurs, même les instituteurs français, ceux qu'ils envoyaient dans le bled, moi je me souviens... Souvent c'était des progressistes. Il faut vrai, c'était des progressistes, c'était des gens qui aidaient. Qui venaient de la métropole d'ailleurs. Hein. Oui. Moi je me souviens à l'école de Taka, où j'ai passé le certificat, le soir à 16h. Quand on restait au mois de mai pour nous préparer pour le certificat d'études, c'était le directeur, un Corse, qui nous donnait du pain avec de la confiture. On n'avait jamais mangé de confiture, on ne savait pas ce que c'était. Il nous donnait pendant 1 mois. Il nous accompagnait et il nous donnait à manger. De lui, de sa poche, on ne peut pas dire... Donc, ça a joué un rôle important. Et puis les instituteurs de Constantine. Je voudrais, à part, donner un aspect général et ne pas trop donner sur l'UJTA qui a été créé, et puis la catastrophe de l'UJTA, comment elle a fini. Ouais. Elle n'a pas encore fini, mais c'est tout comme. Heureusement Dabnon, qu'il y a les syndicats indépendants aujourd'hui. Heureusement. C'est les syndicats autonomes qui ont sauvé la chose. Mais à quel prix? À quel prix? Voilà ce que je voudrais faire si c'est possible. Inch'Allah. Je vais commencer d'abord, dès maintenant. Pas après cet entretien. Abdel Ali, merci beaucoup. Merci de nous avoir accueillis ici. Merci beaucoup à Texaha. Moi, je voudrais dire qu'à travers ce livre, tout ce qui a été dit, sans friori, sans chose, mais ça peut servir de réflexion à comprendre les droits de l'homme, c'est tout. À les comprendre dans leur véritable conception, c'est tout. Si on arrive à les comprendre, et le problème de société, ça, c'est un problème de société. Si on n'arrive pas à mettre la femme sur le même pied d'égalité que l'homme, c'est la femme qui élève nos enfants. C'est la femme... Moi, je peux vous dire, moi j'étais instituteur et ma femme était institutrice. Et en 62, les bouleversements, le parti, l'assemblée, les histoires, on n'en finissait pas. Je ne les ai jamais vues grandir. C'est elle qui s'est occupée, c'est elle qui a fait leur éducation, leur formation, leurs choses. C'est les femmes qui s'occupent de tout ça. L'homme, il s'occupe des enfants quand ils sont pour marier la fille ou bien pour exporter l'enfant. C'est tout. Donc, si on ne fait pas ce problème de société, tant qu'on ne le réglera pas, on ne finira pas. Et le problème viendra, est-ce que l'islam moderne, d'abord, je ne parle pas des extrémistes là, ils vont être éliminés dans les 20 ans, ça c'est fait. Mais est-ce que l'islam va comprendre Moi, ce qui m'a frappé, dans ce livre-là, et je le reprends, bien sûr, c'est une ancienne civilisation. C'est l'intervention des présidents de l'Iran à l'ONU.
pour défendre leur conception de l'islam. Mais ils avaient des arguments. Alors que les islamistes, même les sociétés, les États, ils n'avaient aucun argument. Mais eux, ils avaient des arguments. Soit contre Israël, il faut voir, je le dis d'ailleurs moi ici, mais c'est des civilisations. Le problème, moi, à la question que je pose, je dis, pourquoi l'Iran, actuellement, est devenu une puissance mondiale? C'est parce qu'on l'a enfermé, on lui a dit, tu ne bouges plus, on t'enferme, tu vas disparaître comme l'Irak. Et comme c'est une puissance, elle a réagi, elle a créé par elle-même. Elle a créé tout, même sur le plan intelligence. Elle est au niveau maintenant de tous les pays. Je voudrais que l'Algérie fasse cela. Merci beaucoup. Merci, c'est un magnifique message d'espoir pour l'avenir. Merci Ali Hebner. Merci. Merci.